Bonjour tout le monde, comment ça va? Hello! Ah, vous avez entendu? On a encore cette fameuse invitée qui se tape tout le temps l'incruste dans mes podcasts. À ma demande, bien évidemment. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Authentique Podcast. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va vous parler un petit peu de l'art de l'habillement. Alors c'est un sujet qui peut-être va vous étonner ou pas, hein, mais de le trouver sur ce compte, enfin sur cette chaîne, parce que tout simplement, ça paraît en apparence ne pas être lié directement à un sujet de mythe social, comme on a pu aborder par le passé. Sauf que si, t'es trompé. Je pense que les queers et les porteurs de vagin, Voilà. ouais, comment on va dire, sont bien au courant depuis un petit moment. Oui, mais bon, on part du principe, je sais pas encore exactement quel est le public de ce podcast à l'heure où on enregistre, très honnêtement, donc je préfère balayer un minimum large et partir du principe que tout le monde n'a pas fait des connexions. Et donc en fait, pourquoi je viens vous parler de ça? Parce que j'en parlais avec Charlotte, qui est donc présente et qui va se réintroduire pour la 25e fois sur le podcast, et on s'est dit que ça serait un chouette sujet de podcast, parce que la ligne est très fine entre l'expression libre de soi, une extension de soi, et juste suivre une illusion sociale et des normes sociales de notre société à nous, occidentale, qu'on a déjà définies moult fois. Voilà, Charlotte, à toi de te représenter pour ceux qui sont nouveaux par hasard et nouvelles. Charlotte. Hello, coucou. Du coup, Charlotte, je fais des trucs. J'ai une chaîne YouTube aussi où j'ai un podcast ésotérique, entre autres. Mais voilà, je pense que j'ai aussi une petite carrière d'artiste, couteau suisse, illustratrice à côté que j'essaie de développer. Et voilà, j'ai fait un petit break de podcast pendant l'été, ça m'a fait du bien parce que de toute façon j'étais trop chaud pour travailler sur ordinateur. Et me revoilà à l'équinoxe avec toi, du coup. Oui. Pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures démarrées à l'équinoxe. On adore la synchronicité, quoi. Ça s'est vraiment fait comme ça. En plus, on en a parlé dans la semaine. On s'est dit, vas-y, on enregistre samedi. Et on n'avait pas vraiment percuté que ça allait être pendant l'équinoxe. Moi, si. Toi aussi, moi non. J'étais pas... Enfin, je le savais, mais sans avoir connecté les points. Voilà. Oui, t'inquiète. Ok, donc on va commencer ce podcast avec une première partie sur s'habiller pour soi, oui, mais aussi démystifier la pression sociale. Donc là, du coup, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de justement cette idée de s'habiller pour soi, à contrario de s'habiller pour répondre aux attentes des autres, et en grande partie dans la société actuelle, pour celle des hommes, voilà, dans un contexte hétéronormé, notamment, mais pas que, parce que y a quand même beaucoup cette aura, je sais pas si c'est une aura, mais on a tendance à vraiment projeter le fait qu'on s'habille pour les autres. C'est le crumble. Parce qu'en bon jour d'équinoxe, du coup, on est à fond cuisine, et là, on est en train de cuisiner avec Crumble. Là, vous êtes bienvenus avec dans le backstage. Je vais le laisser, franchement. Attends un instant. Voilà. Parce que du coup, c'est le four qui nous disait mais du coup, le minuteur, pas du tout. Pas du tout. Et ouais, vas-y. Non, mais j'adore la synchro avec le fait que vraiment, c'est... Même le four, il a dit non. Tu t'habilleras aussi pour toi et pas que pour répondre aux attentes des gens. J'ai besoin de ton attention. C'est ça. Parce que c'est vrai que on s'est fait la réflexion qu'on vit quand même dans une société du paraître, notamment avec les réseaux sociaux, médias, tout ce que vous voulez, vous connaissez la chanson. Et il y a beaucoup ce truc de s'habiller pour les autres, alors qu'en fait, la vraie puissance de l'habillement, c'est aussi s'habiller pour soi. Mais c'est pas évident, en fait, de se défaire de ce poids des normes esthétiques et d'arriver à une sorte de libération et d'expression personnelle à travers des choix vestimentaires conscients et pas déterminés, mais j'ai pas le mot. T'as le mot? Non. C'est pas grave. Quel est ton mot? Parce qu'en gros, voilà, c'est au-delà des raisons préchoisies, ouais, c'est peut-être ça, enfin avec une sorte d'anticipation, enfin bref. Attendu. Maybe. Si vous avez une suggestion, on vous attend en commentaire.
Donc du coup, toi Charlotte, tu penses quoi de tout ça, de s'habiller pour soi et de démystifier un petit peu cette pression sociale par rapport à comment chacun s'habille? Moi, en fait, un des paradoxes que je trouve dans la société actuelle, qui d'ailleurs rejaillit sur plein d'autres aspects de la société, pas juste l'habillement et le paraître, mais aussi de façon générale, on va dire peut-être plus le côté de statut social et de relation sociale à l'autre, et du coup de hiérarchie éventuellement avec de la domination dedans. Moi, je vois plus qu'on est dans une incitation superficielle aussi à être le plus authentique possible, le plus personnalisé, d'essayer de se définir, mais en fait, un petit peu comme si c'était quand même toujours sur des rails, et en fait, je trouve que justement, il y a une espèce de mensonge, en fait, sur ce côté de vous pouvez être qui vous êtes, à l'intérieur, mais pas trop quand même, en fait, et rester dans les rails de ceci, de cela, même à l'intérieur des esthétiques qu'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok aussi, par exemple. Il y a tous ces noms d'esthétiques qui germent toutes les 4 matins, enfin voilà quoi, des... Cottagecore, vampirecore. Non mais c'est ça, ou même mettons, j'avais vu sur les vernis à ongles et tout, ils étaient là avec du vernis bleu l'année dernière en mode waouh, c'est des blueberry nails, latte smoothie, était là en mode non mais c'est juste du bleu pervenche qu'on voit depuis des années, vous avez pas réinventé la roue quoi. Et en fait il y a ce côté de, à la fois de pseudo-originalité mais toujours dans un cadre. Et au final, les gens qui sont propulsés sur le devant de la scène, c'est des gens qui trouvent que, authentiquement, vraiment, d'avoir un petit t-shirt blanc rentré dans un jean, au final, ça leur correspond vraiment très très bien. Ou alors un blazer noir, une petite robe noire, un tailleur gris. Voilà, no shade, hein, mais du coup, no you. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur, on va dire, le mythe que je vois circuler le plus souvent, en fait. Ce truc en mode, ouais, vous pouvez être... venez comme vous êtes, mais pas trop quand même. Oui, c'est ça, c'est un peu en mode prenez pas trop de place, vous démarquez pas trop, mais restez authentique. Bah, c'est ça, et même aussi, il y a une uniformisation occidentale au sens où on n'a pas trop... si on veut, mettons, monter dans les échelons, en fait, mettons, si on est dans un milieu un petit peu corporate, ou même dans la fonction publique, il va y avoir une limite de ce qu'on peut porter, des styles qu'on peut afficher. Il y a aussi, on va pas faire, on va pas faire non plus 50 minutes sur les résidus de colonialisme et de racisme qui hantent le pays quand même, mais bon, on va dire que dans les sociétés occidentales, il y a aussi beaucoup d'appropriation culturelle quand ça va bien sur les runways pour la haute couture, mais par contre, dans les milieux professionnels, on va dire que les esthétiques aussi qui sont le plus dépréciées et même parfois interdites ou extrêmement mal vues, ça va être même pas juste marginalisé au sens où il y aurait peu de personnes qui le parlent, mais vraiment on demande de... On pense que la personne n'a pas un aspect professionnel et en général c'est plus des éléments qu'on pourrait relier à des cultures non occidentales, on va dire, donc ça va être peut-être des cultures africaines, même hispaniques, asiatiques, même voire d'Europe de l'Est, en fait, tout ça, en fait, ça va pas forcément être très très bien vu, entre guillemets, et on va leur demander de un petit peu baisser le ton, enfin, comme d'une certaine façon, baisser le ton visuel pour mieux s'assimiler. Oui, voilà. Oh là là, ce mot. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur la question, entre guillemets, dans la société. Ouais, super. Parce qu'en fait, le truc qu'on remarque aussi dans tout ça, c'est que s'habiller, il y a quelque chose de très politique, en fait, vu que c'est une forme d'art en soi aussi, au-delà des normes sociales imposées. C'est un espace d'expression de soi. Et donc, par défaut, pour moi, c'est lié à l'art. Et donc, il y a quelque chose qui devient politique et qui devient d'autant plus politique qu'on est dans un contexte, je sais pas parler aujourd'hui, un contexte social. Et comme tu l'as bien expliqué, c'est un contexte qui vraiment takes no prisoners, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que
une sorte un peu de jungle de couteaux tranchants, et où du coup le moindre truc peut engendrer en fait, enfin le moindre faux pas peut engendrer une coupure tranchante en fait, et même minime, hein, mais elle sera là. Et donc c'est vrai que s'habiller, je trouve que c'est quelque chose qui, tout au long de la vie en fait, c'est un champ presque de recherche, parce que du coup au début on va être habillé enfant par nos parents. C'est très rare que les parents laissent le choix aux enfants de comment s'habiller, même si je pense que ça serait bien de les laisser un peu s'exprimer, peu importe comment ils veulent s'habiller. Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, c'est-à-dire que s'il va pleuvoir, on va pas laisser l'enfant porter une tenue légère, voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que favoriser cette expression de soi dès le jeune âge, c'est une bonne chose, mais disons que, en tout cas pour notre génération, qui est la génération des millennials des années 90, c'était les parents qui, globalement, jusqu'à ce qu'on ait 5 ou 6 ans, choisissaient un petit peu pour nous, quoi, au moins. Et après, donc petit à petit, on passe tous par une étape, voilà, de se trouver un style, une étape où on suit les modes, voilà, notamment au collège. Ça, c'est un truc, franchement, j'étais à ça de me dire, je ressors des photos dossiers, et peut-être qu'au montage, je vais me chauffer, je vais le faire, je vous garantis pas. mais voilà, je trouve que le journey en fait du lien avec les habits est intéressant, et il évolue vraiment en fonction des étapes de la vie, parce que le contexte, les contextes dans lesquels on va s'habiller va être différent, parce qu'au collège on va chercher justement plus à s'assimiler. Ça va être un élan naturel un peu de base, parce qu'on veut intégrer une tribu, on veut trouver ses pairs au début. Voilà, ça fait partie du chemin. Et petit à petit, on va se démarquer au lycée, à la fac et tout ça. Et après, une fois qu'on devient adulte, et une fois qu'on est dans la trentaine, c'est YOLO les gars. Bah oui, moi je suis d'accord. Je sais pas si tout le monde l'élève au rang d'art. En tout cas, je pense d'artisanat, ça marche aussi dans l'absolu, dans le côté de recherche, en fait, de trouver un fond et une forme. Mais en tout cas, de toute façon, c'est une interface sociale. Donc, la façon dont on s'habille, ça parle tout de suite de l'impression qu'on veut laisser sur les autres, entre guillemets, ou qu'on ait envie, qu'on s'habille de façon désinvolte ou pas, en fait, ça a forcément quelque chose à dire sur nous, socialement, culturellement, et sur un petit peu nos habitudes aussi, parce qu'il peut y avoir la propreté des vêtements, notamment des chaussures, la tenue, est-ce que c'est usé, est-ce que c'est d'une autre saison, est-ce que c'est de marque, est-ce que c'est bien taillé, est-ce que c'est fit par rapport à la personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a acheté il y a 5 ans et elle a perdu 10 kilos depuis? Ou alors, est-ce que cette personne a pris du poids? Enfin, ça dit plein de choses entre guillemets. Ça donne plein d'informations visuelles à la personne qu'elle a en face quelque chose ou pas, en fait, ou qu'elle porte un jugement ou pas. Mais indéniablement, en fait, cette interface visuelle, donc, du coup, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, peut-être un petit peu moins, mais voilà quoi. Il y a toujours le côté de toute façon de toucher texture. Alors, tu vas pas les toucher tout le temps les gens, mais ça peut entrer en ligne de compte aussi, quoi. Oui, c'est ça, et ça va venir peut-être dans. On va dire que on va dire c'est une sociabilisation qui est peut-être un petit peu différente, du coup, au sens où. Je pense que je vais parler du coup majoritairement, voilà, sans diminuer l'expérience effectivement tactile des personnes malvoyantes, on va dire que la majorité des gens qui ne souffrent pas de ce trouble, en fait, elle va être de toute façon influencée par le visuel, en fait. Oui, totalement. Et c'est indéniable, et c'est une première impression, un petit peu. D'ailleurs, quand tu parles de ça, moi, j'ai immédiatement repensé à cette scène dans Sherlock Holmes, même les passages dans les livres, où en fait, il a Irene Adler en fait en face de lui, et elle le prend de court parce que elle l'accueille, elle est nue, donc du coup, il peut pas traduire certains traits de personnalité par des vêtements, parce que du coup elle en a pas. Alors après le corps parle de la personnalité aussi, hein, ça s'appelle la psychomorphologie, c'est hyper intéressant, mais du coup dans cette scène là Sherlock Holmes il est totalement du père parce que il peut pas traduire la personnalité d'Irene Adler par rapport à comment elle s'habille, même si elle a quand même du maquillage et qu'elle a une coiffe, mais bon voilà. Oui, même elle est fit aussi. Elle est fit aussi. On peut en déduire plein de choses. Hein. Ah oui, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est une scène assez intéressante, en fait, et ça dit... je trouve que ça dit plein de choses aussi de... comment dire c'est difficile parce que c'est un petit peu de... Est-ce que la personne en face de soi
connaît les codes du contexte culturel ou social dans lequel on est actuellement, en fait. Et je trouve ça très dur, en fait, parce que ça... dans la société actuelle, en tout cas, il y a une espèce de poussée à l'assimilation, au sens où, si t'as pas les codes, tu vas pas être intégré, en fait, et c'est pas forcément facile d'aller chercher l'école, et même, comme on va le voir, accessible financièrement. Et de se dire comment est-ce que je peux faire aussi coïncider à un moment donné les codes sociaux avec mon authenticité personnelle, dans ce qui est accessible dans mon budget, dans ce qui est accessible dans mon pays, dans ce que je peux porter dans la rue sans me faire agresser aussi, donc, du coup qui rend aussi l'affaire politique, tout à fait, vu que ça concerne la sécurité physique, l'intégrité émotionnelle, physique, mentale. Donc voilà, il y a plein de choses super intéressantes dedans. Mais oui, après, il y a plein de choses où je trouve que c'est... Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi d'explorer les codes, les systèmes et les systèmes de codes et les codes culturels, en fait. Notamment en étant une personne queer, en fait, aussi. Du coup, il y a beaucoup de codes sociaux assimilés, mettons, dans la culture lesbienne, qui font que des fois ça rend aussi plus facile d'identifier par des codes sociaux, en fait, est-ce que cette personne est queer, est-ce que cette personne, en tout cas, dans mon cas, est-ce que cette femme est queer, est-ce qu'elle pourrait être intéressée par moi, ouais, ok, bon. Elle fait du roller derby, why not? Champ de mine. Ou elle fait du jardinage, ou why not et tout. Ah oui, du coup elle porte un collier un peu chaîne, ok, pourquoi pas et tout. Ou alors, waouh, elle a mis une combinaison. Ah, ok, cette personne a mis une combinaison, velours, cheveux courts, Minuteur Crumble. C'est bien, faites les pauses pipi au moment des Minuteur Crumble, les gars. On vous invite avec nous dans la cuisine. Mais elle a les ongles longs. Ah, et du coup, t'es là, peut-être pas, du coup, et tout, voilà. J'avais vu, ça me fait trop rire parce que même j'avais vu comme ça une vidéo d'une meuf qui donnait des codes et tout, et de dire que par exemple, si tu voulais une manucure, en fait, avec l'annulaire et le majeur plus court, du coup, pour être vagin friendly, quoi. Du coup, c'est que tu voulais pas forcément te outer devant l'esthéticienne, ou que t'étais pas sûre, ou que c'est juste une information personnelle et que t'as pas envie de la donner à tout le monde non plus. Tu pouvais dire que tu faisais du bullying. Et du coup, franchement, je l'ai gardé, mais vraiment trop pépite, et je suis en mode, oh, she knows. Alors, qui fait du bullying dans l'assistance? Non, voilà, par exemple, tu vois, ou même, comme je t'avais dit, mettons la conversation qu'on avait eue sur le côté de « Ah, est-ce que je m'habille masque ou pas ?» et tout, « Est-ce que j'ai le droit d'appeler ça comme ça ?» Enfin voilà, il y a plein de choses très intéressantes dans les codes sociaux à explorer, en fait, et justement, je trouve que c'est... pour moi, c'est un code social où, par exemple, je suis pas forcément hyper extravertie, donc en fait, même si j'ai mon authenticité personnelle que j'ai envie de mettre en avant, je vais avoir quand même envie de m'approprier certains codes sociaux de communautés auxquelles je me sens appartenir, justement pour leur signifier je suis avec vous. Ou même, tu vois, par exemple, pendant la craze Pokémon Go, en fait, à chaque fois que je sortais, j'essayais au maximum de mettre des t-shirts avec des Pokémon, en fait, parce que du coup, ça me permettait de moi-même me faire identifier plus facilement comme quelqu'un qui pouvait faire, mettons, des raids, où en fait, c'était des événements temporaires que tu pouvais faire à plusieurs. Oui, je me rappelle, ouais. C'est ça. Et du coup, moi-même, en fait, dès que je voyais un petit groupe de gens avec des smartphones et au moins une personne avec un t-shirt Articodin, tu vois, je me disais, ouais, c'est bon. En plus, il est dans ma team et tout, on va avoir un bonus, tu vois. Enfin, voilà, et vraiment, il y avait ce côté... il y a plein de choses positives, en fait. C'est plus pour parler de ça, en fait, de toutes ces façons de se reconnaître et tout. Mettons, pour les personnes qui peuvent avoir des origines africaines, aussi, des fois, je vois des maillots de sport, par exemple, ou des casquettes, ou des boucles d'oreilles et tout, et du coup, c'est en mode, voilà, quoi, c'est...
c'est pas forcément c'est pas une question de nationalité actuelle, en fait, c'est une question de voilà, ça fait partie de mes origines et j'en suis fière et je trouve ça chouette, ou je trouve que c'est un beau pays, en fait, et ça dit ça juste depuis un t-shirt. C'est ça, en fait, moi, dans les vêtements, dans l'habillement, pour moi, il y a aussi, enfin là on en parle beaucoup dans le contexte actuel, mais effectivement c'est pas tout blanc tout noir, parce que il y a quand même beaucoup de liens avec l'appartenance en fait à des tribus. Et l'être humain en fait est un être social en fait. Il a besoin de s'entourer de ses semblables d'une façon ou d'une autre. Même si tes semblables c'est des arbres, hein, c'est pas grave. C'est juste une espèce de besoin social en fait d'avoir un groupe et d'y être assimilé à un certain niveau. Et dans plein de tribus des peuples premiers, ou même encore de nos jours, où le vêtement est un codage social, et en fait ça permet de t'identifier par rapport à d'autres tribus. Déjà à l'époque ça permettait ça, même encore maintenant dans certains endroits du monde. Et en fait c'est juste que c'est pareil dans notre société occidentale, sauf que chez nous ce qui rentre en ligne de compte, c'est déjà, elle est très hétéronormée, elle est capitaliste et patriarcale. Donc ça vient mettre pas mal d'embûches, parce que du coup, là où avant les tribus se créaient des vêtements avec des matériaux qu'elle échangeait avec des marchands, ou alors qu'elle fabriquait elle-même, donc du coup les vêtements étaient uniquement conditionnés par ça, l'aspect accessibilité physique. L'accessibilité physique, voilà. Nous, on a accès à plein de choses, mais il y a pas mal d'entraves qui du coup conditionnent. Conditionne point. Oui, c'est ça, et même sans parler de toutes les entraves politiques, par exemple, il y a aussi le côté très élitiste et comment dire, de vouloir aussi de garder de l'exclusivité. Par exemple, il y avait des décrets royaux comme quoi, voilà quoi, les personnes qui ne faisaient pas partie de la noblesse ou du clergé ne pouvaient pas porter telle couleur, telle fabrique, enfin tu vois, au niveau des matériaux, la soie, bon voilà quoi, si t'étais pas un homme, déjà matériellement c'était inaccessible en fait, mais tu pouvais pas être vu. Même si tu trouvais un ruban, enfin tu pouvais pas, en fait, il y avait juste une interdiction, même en fait, pour dire mais vous n'appartenez pas, même si vous ne pouvez pas porter la même chose, vous ne pouvez pas être identifié à nous, en fait, et c'est ce côté très exclusif, en fait, que je trouve violent aussi. Oui. Du coup, on va basculer, je pense, très bien dans notre deuxième partie, qui est le coût de la liberté vestimentaire, parce que, en restant sur cette même époque temporelle, c'est qu'au-delà des interdictions imposées par l'élite, c'est qu'il y avait effectivement des matériaux, des couleurs qui n'étaient pas accessibles, et c'est pour ça que, notamment, les hommes d'église portaient beaucoup de violet. C'était une des couleurs les plus chères, en fait, à fabriquer, et donc à obtenir. Et donc forcément ça éliminait toute une partie de la population par défaut en fait. Et donc c'est là que oui, alors c'est bien d'avoir une originalité, et enfin de vouloir s'habiller d'une certaine façon, mais après il y a aussi le pouvoir concrètement dans la matière, parce que il y a quand même un aspect financier de l'habillement qui est pas négligeable, qui peut pas être négligé en fait, que ce soit parce que tout à l'heure effectivement je parlais des tribus, mais il y avait quand même un aspect économique, si elles échangeaient ou si elles tradaient en fait avec des marchands qui étaient de passage. Mais ça rend en fait s'affranchir de certaines normes un petit peu compliquées, et qu'au final, la conclusion c'est que pouvoir s'affranchir de ces attentes-là constitue un privilège aussi. Parce que par exemple, moi, du coup je vais parler à titre vraiment personnel, c'est qu'il y a une esthétique, 2 ou 3 esthétiques que j'ai envie d'implémenter dans ma garde-robe depuis quelques années, et où j'ai été freinée par le seul fait que je pouvais pas le prioriser financièrement à l'instant T en fait. Et donc rien que ça a suffi à le conditionner. Donc au final, il y a quand même cet impact du budget en fait sur le choix des vêtements et l'accessibilité à une mode en fait qui va refléter réellement sa personnalité. Parce qu'en soi, si tout le monde s'habillait comme il le voulait, comme il le pouvait, je pense qu'il y aurait des ranges en fait de styles et de couleurs peut-être plus variées, je ne sais pas, hein, vraiment ce n'est qu'une hypothèse, je ne suis pas experte, mais quand on voit rien qu'à mon échelle le nombre de vêtements ou de choix que j'ai fait qui étaient conditionnés par mon portefeuille, alors j'aurais pu choisir de prioriser la garde-robe, mais ça aurait pas été très intelligent de ma part en termes de survie. Voilà. Bah oui, je peux comprendre, au sens où, moi j'ai vraiment pu expérimenter dans mon style que quand j'ai eu un petit peu accès librement à mon propre argent, ou alors que j'ai eu, on va dire, un argent de poche
entre guillemets, plus conséquent. Et c'était dans ma première année d'université, parce qu'au lycée, en fait, voilà, quoi, j'étais vraiment foyer modeste, et du coup, les seuls... à chaque fois que je demandais un vêtement qui avait l'air un petit peu ambitieux visuellement, on va dire, on me le demandait 3 fois, quoi, en mode t'es sûr que tu veux ça, t'es sûr que tu veux ça. Et bon, j'ai réussi. Par exemple, j'avais une robe que j'avais achetée à Wabdou, enfin une jupe que j'avais achetée à Wabdouwap et tout, avec, tu sais, le faux cul victorien où tu tirais sur les fils et tout. Enfin voilà, du coup ça allait absolument avec rien d'autre que ce que j'avais, parce que du coup c'était la seule pièce que j'avais, tu vois, dans ce style un petit peu goth, quoi, mais vite fait, quoi. C'est plus tard que j'ai pu un petit peu expérimenter, et pareil, on n'avait pas non plus tant de choix que ça en termes de boutiques en ligne, et même en fait il y avait une certaine méfiance à l'attention en fait des boutiques en ligne, entre guillemets, même les cartes bleues, ça dépend, il y en a certaines qui acceptaient même pas forcément les paiements en ligne, ou alors il y avait ce côté, tu sais, de créer des cartes bleues éphémères pour une utilisation, parce que tout le monde avait peur en termes de sécurité informatique. À raison potentiellement, ou même par rapport aux livraisons et tout, c'était pas toujours bien suivi. Donc voilà, moi je me suis sentie limitée par les magasins que j'avais à côté de moi, et je pense que là où je me suis un petit peu développée, c'était quand j'étais à Lyon, parce que du coup, j'avais un petit peu d'argent en plus à ma disposition, j'avais un petit peu d'aisance, on va dire. Et surtout, j'avais un centre commercial tout à côté de chez moi où je pouvais aller regarder un petit peu. Tester les matières et tout. C'est ça, quoi, et regarder un petit peu et essayer de comprendre comment moi j'avais envie de m'habiller. C'est là que ça a commencé un petit peu à se développer. Mais c'était pas forcément au lycée que ça s'est développé. Moi aussi, j'ai trouvé aussi que j'étais très freinée par le manque... ça m'a demandé de la recherche esthétique, en fait, aussi, de me dire, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me va bien. Parce que, du coup, moi, j'étais plus au collège-lycée, comme Adélie, dans les années, 2000. On va dire, 2000 à 2010. Et vraiment, c'était atroce. Je pense que même si j'avais eu de l'argent à ma disposition, vraiment, c'était immonde ce qui était présenté en magasin. Je suis désolée pour les nostalgiques, mais vraiment, là, les t-shirts, les hauts là avec les bretelles spaghetti, là où les tailles basses mal taillées, où on te voit l'arrêt des fesses dès que tu te penches, tu vois, vraiment, c'était tellement une mode qui était pas taillée pour mon corps que, en fait, moi je trouvais que j'avais énormément de mal à m'habiller ou à trouver des choses qui me donnaient envie en termes de couleurs. Il y avait des bruns, des noirs, des gris, je suis là en mode... Ok, c'est pas du tout ça ma vibe. Au final, les seules choses qui me ressemblaient, c'était un pantalon violet satiné que j'avais, avec des Reebok un petit peu montantes, violettes aussi, que j'avais avec des lacets arc-en-ciel. Et ma jupe, et mon faux cul victorien, et puis c'était tout, quoi. Vraiment, c'était le seul truc où je me suis sentie un petit peu vivante à l'intérieur, quoi. Mais sinon, le reste, c'était la mort, quoi. Est-ce que vous aussi partagez-nous un petit peu vos témoignages en commentaire là Ouais. Et on n'habitait pas en centre-ville non plus. Oui, on n'habitait pas en centre-ville, on était dans une petite ville périphérique. Ouais. Et effectivement, ça a aussi conditionné parce que y a quand même souvent plus d'originalité dans les grandes villes que dans les périphéries, on le sait. Hein. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Mais du coup, ma mère, elle me disait, si tu vois un truc à Intermarché, pourquoi pas, quoi, mais... Yes. Voilà, quoi. Après, no shade, moi, il y a des trucs que j'ai achetés des fois, genre, il y a 2 ans, j'ai acheté 2 brassières et un pantalon à Super U. Ça m'a dépanné, mais bon, effectivement, c'est pas un achat pérenne. Oui, et puis les sous-vêtements, c'est peut-être un petit peu différent, au sens où c'est plus confort, mettons, et si tu cherches juste ça, pourquoi pas. Bah, c'est ça, c'est que là, au final, c'est des trucs que j'ai relégués dans les loungewear, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi. Donc du coup, effectivement, c'était moins important de trop investir dedans, on va dire, mais c'est vrai que si vous avez des témoignages à nous partager, genre, je sais pas si vous avez une esthétique que vous avez adorée, à vous, hein, pas forcément dans la mode en général, mais vous, une esthétique que vous avez adoré porter, ou alors une que vous avez détestée, et puis d'où peut-être votre contexte vite fait, quoi, parce que c'est vrai que ça peut peut-être orienter des gens aussi, donner des idées, ouvrir des horizons, peut-être aider, donner des clés de compréhension aussi, quoi. Bah, c'est ça, et moi je pense que j'avais vraiment zéro budget, parce que je pense que
les seuls objets sur lesquels j'investissais, entre guillemets, en termes de budget, c'était, mettons, sur des vêtements d'équitation. Et bah oui. Comme on faisait et tout, donc du coup... on faisait du cheval, hein, je tiens à préciser. On va dire que là où d'autres personnes auraient pu investir... Enfin, auraient eu des parents qui leur disent « Ah, ben voilà, t'as tant à investir sur du maquillage ou des vêtements. » En fait, moi, au final, c'est ce qui se renouvelait, entre guillemets, et ce que je devais renouveler ou agrémenter, c'était un petit peu plus ça aussi, donc ça biaise aussi un petit peu la distribution de mon budget. En plus du fait que, mettons, si je me baladais à Juniper, j'étais là en mode CI2, CI2, et du coup, vraiment, je me souviens de limite ma mère qui était là en détresse parce que je devais trouver un manteau et qu'on repartait au moins 2 ou 3 fois les mains vides avant que je puisse trouver un manteau. J'étais vraiment infernale. En même temps... sensibilité sensorielle et visuelle. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a aussi plein d'autres facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte. On va pas pouvoir tous les explorer, mais effectivement, il y a la sensibilité de chacun. Et au-delà d'un budget poney conséquent, il y a vraiment des limites aussi à titre personnel. Et c'est vrai que, alors moi j'ai un peu moins galéré pour m'habiller, c'est vrai, mais j'ai assez vite... trouver mon style, enfin moi ça a été beaucoup à partir du collège, lycée et onwards, enfin après ça s'est un peu calmé, mais ça a été beaucoup des baggy, j'avais un style très... un peu hippie, j'ai fait littéraire, ok, j'ai fait bac L, donc vous imaginez l'esthétique des littéraires, et ben j'étais l'embodiment de cette esthétique là, et donc du coup ça a été un peu plus facile pour moi aussi dans la mesure où ma mère était un peu dans cette esthétique là et je lui ai beaucoup piqué des trucs, certains je lui ai jamais rendu d'ailleurs, donc du coup j'ai pu un petit peu agrémenter ma garde-robe de façon gratuite grâce à l'implémentation de la garde-robe de ma mère. Oui, bah du coup ma mère comme elle était petit budget aussi, au final il n'y avait pas grand chose qu'elle laissait partir entre guillemets, et même au niveau des styles on est assez différentes. Donc, du coup c'est clair. Non mais c'est pour ça, même du coup on peut, enfin le budget on en a parlé, mais il y a aussi le contexte familial qui va inviter plus ou moins à l'exploration de son style personnel. J'ai une anecdote si tu veux, c'était une fois où je suis revenue avec un t-shirt avec un sweat avec une tête de mort que j'avais chiné quelque part. C'était pas au lycée, c'était un petit peu après. Mais du coup ma mère, quand elle m'a vu sortir de la chambre où je rentre des visites, du coup c'est la maison de ma grand-mère et tout, et du coup elle m'a dit oh, tu veux pas aller te changer et tout, c'est quand même pas, enfin c'est pas très sensible de ta part et tout, de rappeler que la mort ça existe à ta grand-mère et tout. Et tu sais, elle aime pas trop qu'on lui rappelle un petit peu son âge, ou qu'elle va mourir un jour, un truc comme ça. Elle devait avoir 70 ans à l'époque, enfin voilà. Elle est en bonne santé en plus. Donc voilà, c'était un petit peu, je trouve que c'est un super exemple pour se dire à quel point des fois les gens ils sont en mode sur les vêtements, des jugements, des trucs où t'es là en mode... Ils se mettent des limitations. Qu'est-ce que c'est pas ça? Je te jure. Moi, je l'ai pas écouté, tu vois. Bah ouais, non, c'est clair. Mais voilà quoi. Non, mais ouais, c'est vrai que le contexte familial, il conditionne beaucoup de choses, hein, je vous l'apprends pas. Et ça joue, et d'ailleurs avec Charlotte, on en a quand même parlé assez régulièrement, surtout quand on était au collège ou au lycée, parce que c'est vrai que toi, effectivement, t'étais pas mal bridée quand même par le contexte que t'avais avec ta mère, alors que moi, j'avais un peu plus de liberté sur cet aspect-là, quoi. Oui, j'avais une nécessité de modestie. Voilà. Ou même, tu vois, je crois que c'est vraiment que c'est elle, parce que je l'ai pas perdue, mais un haut ou une robe qu'on m'avait donné en fait à l'issue de ma participation à la question pour un champion. Elle était avec un col un petit peu, pas bateau en fait, mais un col ballerine assez ouvert, et bon, j'avais pas forcément beaucoup de poitrine non plus, tu vois, j'avais 16-17 ans, mais je pense qu'elle l'a jeté, sans me le dire. Ah ouais, ça se fait pas. Parce que c'était dans mon placard quand j'étais revenue, en me disant que c'était pas approprié pour oui, moi. alors qu'on voyait pas forcément du décolleté. Bah, en soi, si tu veux, à la fois je peux comprendre la frustration de voir, comment dire, des filles jeunes habillées de façon à révéler des... sexualisées, quoi. Voilà, mais en soi, enfin... Peut-être que ça aurait été plus sympa en fait de m'en parler. Mais c'est ça en fait. Et de me dire ah bah il y a time and place tu vois, pour certains vêtements entre guillemets. Et en fait je pense que j'aurais pu être ouverte à ce discours, ou peut-être pas en fait, et c'était mon corps aussi et mon choix. Ouais.
Mais du coup, là, elle m'a pas donné le choix, tu vois, c'était en mode cette robe n'a pas passé le test de modestie, donc bye bye. Ouais, c'est ça, et je suis sûre que vous êtes plein à nous écouter qui ont sûrement des anecdotes similaires, c'est certain. Parce que vraiment, en fait, on s'en rend compte là au fur et à mesure, c'est que s'habiller, avoir une esthétique, c'est influencé par sa personnalité, certes, mais c'est influencé par son environnement humain, son environnement géographique, parce que par exemple la mode de Berlin c'est pas la même mode que Los Angeles. C'est influencé par son portefeuille, c'est influencé par les saisons, mais bon, on va pas leur en vouloir. Mais du coup, il y a quand même. Oui, c'est ça, et puis en fait, c'est pénible aussi quand on l'a pas choisi, un petit peu quand justement il y a des gens qui décident pour soi, par exemple. Moi, je vois que ma garde-robe de noir, c'est un petit peu réduit depuis que j'ai un chat blanc. Mais en soi, j'accepte. J'accepte de pas totalement pouvoir exprimer la personne goth que je suis partiellement à l'intérieur de moi pour l'amour de Kiwi, quoi. Mais sachant qu'aussi, pendant longtemps, tu voulais pas porter noir. Je me rappelle, pendant longtemps, tu voulais pas de noir dans ta garde-robe. Bah oui, c'est vrai aussi. Mais parce que j'arrivais pas forcément à trouver de texture de noir qui me plaisait. Et je pense que c'était... Enfin, j'arrivais pas à trouver de qualité noire qui me convenait non plus. Maintenant, j'ai trouvé des choses un petit peu plus... qui me plaisent. Mais... il y avait une autre raison. Ouais, c'était un petit peu un ensemble, entre guillemets, au sens où j'arrivais pas forcément à trouver du noir satisfaisant. Je pense que c'était pour ça. Parce que je suis très attachée aux textures en fait et aux formes, et c'est juste ça qui était pas satisfaisant en fait. Et puis après, je pense que c'était juste pénible parce que il y avait juste plein de personnes qui mettaient juste du noir tout le temps par défaut. Et ça m'a fait, enfin, ça m'a énervée, et en fait j'ai plus pris le virage aussi de la couleur en me disant non mais en fait je vais porter de la couleur parce que ça me fait vibrer aussi, et j'en avais peut-être pas trop porté avant, donc du coup ça allait pas forcément trop avec ce que je voulais porter principalement, le noir. Oui, c'était une sorte d'émancipation peut-être aussi. C'est ça, ou alors tu te dis voilà, comment est-ce que je peux explorer en dehors de cette couleur passe-partout, qui est justement, je trouve, pas du tout passe-partout et pas du tout facile à faire aller comme ça avec tout, si on veut en tout cas faire des choses intéressantes. Oui, c'est vrai que le noir, je trouve qu'il est pas évident à porter. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait une phase où je pensais vouloir devenir gothique, et en fait très vite j'ai été court-circuitée dans cet élan parce qu'il y a eu un carnaval du coup au lycée, et en fait pour ce carnaval là je me suis déguisée en vampire gothique, et du coup j'étais habillée en noir de la tête aux pieds pendant une journée, et ça m'a tellement déprimée que du coup j'étais là plus jamais, never again. Et c'est vrai que là on va peut-être basculer dans l'aspect un peu plus ésotérique, subtil de la chose. C'est que chaque couleur a une vibration en fait. Elles émettent, au-delà d'être codées, littéralement, mais sur l'échelle des hertz. Sur l'échelle des hertz en fait, c'est vraiment les couleurs ont scientifiquement une vibration, un impact spécifique, et au-delà des codes qu'on leur donne dans la société, elles ont leur propre vibration qui affecte les porteurs et les porteuses. Et du coup, à ce titre-là, en fait, au-delà, il n'y a pas que les couleurs, mais on va dire comment on s'habille, ça peut aussi devenir un outil de rituel en fait, d'empowerment, comme on parlait un petit peu tout à l'heure de ton émancipation, Charlotte. Ça permet en fait de transformer l'habillement en une espèce de, alors je mets des gros guillemets, de déguisement conscient, d'accoutrement ou voilà, avec un aspect vraiment rituel, symbolique, pour s'affirmer avec une intention particulière derrière en fait. Ça peut vraiment devenir... ça rejoint un tout petit peu ce qu'on disait dans le fait de choisir des codes consciemment de certaines communautés, mais sauf que là, il y a un aspect... il peut y avoir un aspect vraiment magique en fait, au choix de comment on s'habille. Du coup, moi j'ai plein d'aspects. Du coup, tu veux que je parle plutôt de l'aspect vraiment ésotérique? Je peux y aller ésotérique? Ouais, go! Ok, go, d'accord. Du coup, là, voilà, au risque. Je vais essayer de vous garder tous, tous en selle. Mais en fait, je trouve qu'il y a plein de façons, ésotériques en tout cas, d'aborder le vêtement. Il y a, comme tu disais, la vibration de couleur, où justement, en fait, ça peut nous... De la même façon qu'on pourrait se dire, voilà, je vais mettre des éléments de telle couleur dans mon environnement pour me procurer cette sensation. Soi-même, en fait, se rendre compte
choisir intentionnellement les couleurs qu'on va porter, ça peut nous aider à nous mettre dans tel mood. On a aussi l'aspect ritualisé au sens où il y a, notamment dans les magies impliquant beaucoup de cérémonies, que ce soit la magie... c'est souvent à poil, hein. D'accord. Oui. Il n'y a pas tant de vêtements que ça, selon les traditions. C'est plus simple. Voilà. Mais c'est une façon... C'est un code aussi. C'est un code aussi. C'est un code visuel, vestimentaire aussi. Mais voilà, quoi, il y a certaines magies de cérémonie, que ce soit des magies animistes, on va dire, un petit peu plus de peuple racine, on va dire, ou... de la magie, on va dire, occidentale, type Crowley ou Golden Dawn, même les chamans qui portent vraiment des accoutrements très particuliers pendant les cérémonies. Oui, c'est un petit peu à ça que je pensais, mettons, sur les peuples racines, ouais. Et du coup, il y a un petit peu ça qui fait que c'est en dehors de nous faire vibrer d'une façon, c'est nous faire shifter sur le paradigme d'une persona en particulier, en fait. Donc il y a ce côté aussi de pas porter les mêmes choses qu'on porte dans le monde profane, parce qu'en fait on est dans un espace sacré et on a besoin de ces objets-là qu'on va porter, qui font partie de l'espace sacré et qui sont presque des outils en fait, comme mettons, ça pourrait être une cape, une robe, une cape à capuchon, pas pointu s'il vous plaît. Voilà quoi, donc... comme on pourrait pas porter des bijoux, ou mettons avoir une baguette, une ceinture spécifique, une épée, des choses comme ça, quoi. Des sigils dessinés sur le corps. Par exemple aussi, je pense qu'on pourra faire un épisode spécial tatouage qui est complètement dissocié parce que c'est encore différent. Et en dehors de tout ça, en fait, il y a aussi une partie très intéressante en magie qui, pour le coup, s'étend sur plusieurs genres de magie différentes, en fait. C'est l'aspect glamour. Au sens, pas forcément glamour, le magazine, mais le côté glamour, de vraiment de créer une illusion à partir du moment où l'objet est enclenché. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on pense au côté glamour de augmenter son apparence, mettons, et de se dire, bah voilà, je porte ce rouge à lèvres pour... le côté de, on va dire, traditionnel du maquillage pour amplifier sa beauté ou des choses comme ça. Mais on pourrait très bien aussi mettre intentionnellement des glamours avec d'autres intentions que des esthétiques, on va dire, portées pour augmenter l'attraction qu'on suscite sur les gens. Mais aussi, ça pourrait être aussi des glamours pour se dissimuler, justement, en se disant, bah voilà, j'ai pas forcément... là, dans ce vêtement que je porte, en fait, justement, je me sens plus confidente. Ou alors, ben là, vraiment, je porte mon hoodie et personne ne me remarque. Et je passe juste et je rentre chez moi tranquille. C'est ça. Ou je suis invisible. Ou alors, ben là, en fait, ma présence est effacée, mais ma parole impactante. Ou alors, ben voilà, ça va me donner du courage. Des choses comme ça. Donc, il y a plein de façons d'aborder le glamour sans que ce soit aussi tourné vers la séduction à proprement parler. Oui, s'habiller n'est pas que de la séduction. C'est ça, parce que c'est plus sur le déguisement. Et puis après, bah, du coup, là, je trouve que, effectivement, t'as la sensation du drag aussi est très transformatrice sur plein de points. Il y a énormément de... À chaque fois qu'on regarde des épisodes de Drag Race, en mode, putain, c'est une arcane celle-là, en fait, et il y a tellement... On est blasté. C'est ça, quoi, et même sans que la personne soit ésotérique en elle-même dans son contenu, en fait, son attitude ou les vêtements, en fait, il y en a qui sont éthériques, font d'une façon dingue, en fait, qui nous propulse dans les abysses, on se dit, waouh, celle-là, elle ouvre un portail, quoi. C'est clair. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de façons, et puis voilà, quoi. L'art du drag est éminemment transformateur, dans la transformation, dans l'alchimisation aussi. C'est tellement alchimique. Je pense qu'on fera un podcast dessus. Donc voilà, c'est très très intéressant de le voir sous cette... d'avoir cet angle-là aussi, quoi. C'est vrai que pour le coup, le drag, moi, c'est quelque chose que j'ai immédiatement trouvé alchimique et magique, en fait. Pas juste parce qu'il y a plein de couleurs et d'esthétiques différentes, et je trouve que dans l'énergie, il y a quelque chose d'extrêmement rituel et magique et puissant et transcendant.
totale. Enfin, je sais pas, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment éminemment alchimique dès le départ, parce qu'il y a souvent aussi une origine en fait traumatique et noire qui va amener en fait à cette transformation, à une certaine lumière. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a une alchimisation un petit peu de la part d'ombre. Il y a un processus alchimique en fait, je trouve, dans le fait de se mettre en drague. Mais je pense que c'est pas non plus tout le temps traumatique. Très, pas tout le temps, mais souvent quand même. Hein, quand on les voit parler, tu sais, dans la workroom. Bah après, ça dépend, c'est pas. Justement, pour des générations plus jeunes, en fait, c'est pas forcément toujours chargé. Par exemple, le Perséo et tout. Oui. Même si derrière, il peut y avoir, mettons, des événements un petit peu plus violents, j'ai l'impression que, mettons, lui, pour le coup, il a une origine dans la joie. En fait, et justement, ça se sent beaucoup dans son. Ah oui, non, mais de toute façon, ça reste alchimique aussi. Hein. Et après, si tu veux, voilà quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ce côté de. Il y a totalement ce côté de trauma, par exemple, chez cette personne. Et je pense que c'est pas forcément, effectivement, le cas tout le temps. Mais en tout cas, j'ai l'impression que peut-être pour les personnes qui ont envie de se tourner vers le drag, et même, je pense, par extension, des gens qui aiment vraiment modifier profondément leur apparence, parce que ça leur fait plaisir, en fait, il y a peut-être juste une envie d'exprimer des polarités très différentes d'elles-mêmes de façon exacerbée, en fait, et de montrer plusieurs parties d'elles-mêmes. Et justement, il y a comment dire, comme une projection externe, en fait, d'une partie de soi, que juste si on la parle avec des mots, en fait, elle n'apparaît pas aux gens. Et que on se dit, bah en fait, là, la seule façon de communiquer cette partie de moi, c'est de l'exprimer visuellement par rapport à cette transformation de mon apparence, de mon skin de base, on va dire. Oui, parce que du coup, ça permet de créer une sorte d'alignement, même temporaire, le temps du runway et tout, entre ton identité ou tes identités profondes et du coup, comment cette esthétique, en fait, devient un outil d'empowerment, parce qu'il y a beaucoup de queens et même de drag queens qui parlent de comment ça apporte un empowerment, en fait, de s'habiller en drag. C'est de l'art, donc c'est forcément de l'empowerment, c'est juste que là, ça prend la forme d'une prestation artistique, un petit peu comme un happening, en fait, sauf que c'est lié plus à l'univers de la mode. Mais bon, après, il y a plein justement d'actes pour les drags où il peut y avoir de la comédie, il peut y avoir du drame, il peut y avoir plein de choses comme ça qui sont exprimées en parallèle de l'apparence esthétique. En fait, ça se résume pas forcément que au runway, justement, qu'on voit dans l'émission, en fait, quand on voit vraiment des shows drag. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Je pense que je le mettrais juste dans la catégorie art, au sens où ça permet vraiment... c'est un moyen d'expression, tout simplement. Quoi. Bah, de toute façon, comme dit Mother Rue, we all born naked and the rest is drag. Et je trouve que cette phrase, elle est tellement juste et tellement libératrice aussi en soi. Bah, c'est ça, parce que même si au final on décide de s'habiller de façon, on va dire, modeste ou homogène par rapport au cercle social, mettons professionnel auquel on appartient, au final, c'est aussi un déguisement en se disant, bah voilà, je mets quelque chose parce que c'est le rôle que j'ai envie d'endosser, et ce rôle, en fait, c'est d'être dans la masse globale et de ne pas me distinguer. En fait, c'est un rôle en soi aussi. Et c'est une façon aussi peut-être de dire, en fait, voilà, j'ai d'autres priorités que cette apparence, et j'ai envie d'exprimer d'autres choses. Mettons, voilà, je considère qu'à partir du moment où j'arrive avec des vêtements propres et pas froissés, ça me convient tout à fait pour accomplir mon travail, parce que je suis plus confortable, parce que j'ai d'autres choses à faire dans la journée qui demandent mon confort. Il y a ça aussi quand même qui est assez important. Et en soi, ça demande quand même beaucoup de temps aussi, en dehors des ressources financières. En fait, ça demande tellement de temps de construire son style. Drag ou pas. Hein. Voilà, de façon générale. Ça demande des recherches, ça demande des tâtonnements. Malheureusement, ça demande aussi d'être souvent, comment dire, en étant une personne racisée, bon pas moi du coup, mais en étant une personne racisée, on peut se retrouver à plus de confrontations aussi, en fait, de personnes qui nous demandent qui peuvent demander à rester à notre place, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout acceptable. De façon religieuse aussi, enfin voilà, il y a plein
il y a plein d'obstacles, entre guillemets. Même la forme de son corps aussi, au sens où toi et moi, si tu veux, on n'est pas non plus... on va dire qu'on est dans des tailles où la majorité des vêtements féminins produits sont accessibles à notre corps, même si forcément il y a des choses qui ne nous vont pas, en fait, globalement, ce sera plus une question de goût, plutôt qu'une question de j'ai pas réussi à trouver ma taille. Oui, tout à moins fait. que ce soit les soldes et voilà, tous les 38-40 sont partis. Pour quoi, le coup, mais ça, c'est une forme de privilège aussi, en fait. Hein. Ah bah, complètement. Parce que s'il y avait plus de choix dans les tailles que proposées en fait sur le marché du textile et tout, de la mode, bah il y aurait moins de marginalisation en fait. Oui, c'est ça, et ça concerne aussi les façons dont les vêtements sont cousus, la façon dont ils sont fabriqués, la façon dont ils sont pensés, designés en fait. Il y a plein de façons de designer des vêtements. Et justement, en fait, là, ils sont actuellement designés plus pour que si t'es pas à la bonne taille, tu dois en acheter un autre. Et souvent plus cher en plus. C'est-à-dire et moi, j'avais regardé un reportage, je sais plus quand, il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, je crois que c'était pendant le confinement. Et en fait, ça expliquait, ça se passait en Amérique, et du coup, donc il y a pas mal de vêtements plus size qui soient plus chers. Ouais. Non, maintenant, c'est pas du tout, c'est plus le cas. Ça a changé. Okay, ouais, tant mieux. Globalement, quand même, parce que justement, c'était en mode... par rapport à la quantité de population qui est... au-dessus du seuil de surpoids, peut-être faites pas ça. Non, mais pour le coup, c'est pour ça m'avait choqué en fait. J'étais là, mais les gars, c'est n'importe quoi de marginaliser 70-80% de la population. Mais après, si tu veux, ça reste quand même. Alors, heureusement, cette info que j'ai apportée est obsolète, Dieu merci. Peut-être pas partout, mais en tout cas, ça reste quand même plus difficile pour une personne, même en surpoids, en fait, de trouver des choses qui sont confortables, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire, qui sont à sa taille, dans les magasins, classiques, accessibles, que ce soit en termes de prix, mais aussi d'accessibilité physique. Mais ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, et c'est là où on est un petit peu sorti du côté rituel du vêtement, mais... Non, mais en morphologie, en fait. La morphologie, effectivement, ça joue, et on peut pas tous se payer des tailors perso, tu vois. Donc, du coup... Je suis mon tailor perso. Oui, parce que, bon, Charlotte, elle a la chance de faire un coup. Elle peut designer, elle peut faire des trucs un peu cool. Et ça aussi, ça prend du temps, donc on en revient à cette disponibilité, entre guillemets, même l'attrait, tout simplement, parce que si t'as pas l'attrait, il faut bien que quelqu'un le fasse pour toi, entre guillemets. Ouais, mais pour le coup, je pense que c'est un truc des écoles d'avant qui aurait été intéressant de garder, c'est vraiment les classes de couture. Parce que franchement, je trouve que c'est hyper intéressant, tu peux flipper des vêtements rapidement, enfin je trouve que t'es moins consommateur en sachant rapiécer tes vêtements et en sachant les flipper que en devant forcément en acheter des nouveaux, quoi. Si les mangas disent la vérité, a priori ils ont toujours des cours des cours genre de cuisine ou de couture, enfin d'économie domestique. Je pense qu'il y a des parties dans le monde, oui, qui l'ont, voilà. mais en tout cas en France, en grande partie, plus trop, peut-être dans certains coins, mais... c'est ça, et même le vêtement, il est perçu, j'ai l'impression à l'heure actuelle, soit comme quelque chose de fast fashion qui est produit très très loin à l'autre bout du monde, alors que pas du tout, il y a des ateliers... on va dire, d'esclavage moderne, que ce soit au Portugal, en Italie, en Angleterre, en Turquie. Voilà, donc en Europe, c'est pas en dehors de l'Europe, hein, c'est bien là, donc j'ai l'impression qu'il y a cette dichotomie entre soit la fast fashion comme ça, produite quand même par des vrais gens, en mode, il n'y a pas de vêtements qui ne soient pas faits à la main, en fait. Tout est fait à la main, même ce que vous voyez avec les coutures qui tiennent pas, en fait. Il y a quand même quelqu'un qui a été payé, même si c'est 2 centimes pour le faire, quoi. Et du coup, c'est soit ça, soit la haute couture, en fait, inaccessible. Et des fois, c'est un peu difficile de naviguer entre les deux, de trouver sa place, de trouver son expression, tout en faisant tout le reste de sa vie à côté, en fait. Tout à fait. Et c'est là où, du coup, c'est vrai que d'arriver à ne serait-ce que dans sa garde-robe de trouver quelques pièces qui puissent permettre d'exprimer une certaine liberté, parce que on sait que c'est pas évident de trouver des habits qui expriment son intériorité, qui expriment qui on est vraiment, mais des fois, ne serait-ce que d'avoir que quelques pièces dans sa garde-robe qui permettent de faire ça, ça peut être un début, puis des fois ça peut suffire à donner une sorte de soupape un peu créative, voilà. Dans la mesure du possible, et surtout d'y mettre une intention et
d'y avoir, enfin, par intention, je veux pas, j'entends pas non plus trop se prendre la tête, hein, mais c'est juste essayer, dans la mesure du possible, d'avoir peut-être des pièces, enfin, je vais pas dire il faut, parce que j'aime pas cette injonction-là, mais d'avoir des pièces dans sa garde-robe qui ne sont pas une charge mentale, déjà, parce que je trouve qu'on en a assez dans notre vie, et qui permettent de se sentir bien, en fait. Comment on a envie de se sentir, en fait? Bah, qu'est-ce que ça veut dire, se sentir bien? Est-ce que c'est en mode, je suis confortable et j'ai pu mener à bien toutes mes activités? Ça, c'est à chacun de le définir. Voilà, donc c'est plus peut-être des petits prompts pour les gens, voilà, comme ça. Oui, c'est ça, c'est en mode, pourquoi je m'habille aujourd'hui? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que je vais faire aussi aujourd'hui dans la journée? Parce que là par exemple, je suis venue chez Charlotte et je devais porter un sac à dos, il y avait du vent, j'allais pas mettre des talons et une longue robe qui pouvait voler, ou une petite jupe, quoi, typiquement. Après, enfin voilà quoi, et puis c'est important de reconnaître qu'il y a ce côté de privilège, en fait, dans le côté de pouvoir s'habiller un petit peu comme on veut aussi, parce que je pense qu'il y a il y a plein de choses que j'ai pas forcément envie de mettre dans certaines circonstances, où je me dis, là, en fait, si je mets ça, il y a plus de chances pour que je me fasse interpeller ou agresser, en fait, par des porteurs de pénis, qui comprennent pas que les femmes devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent. Mais tu vois, là encore, on en vient à l'environnement géographique, parce que moi, j'avais pas du tout ces problèmes de charge mentale-là en Irlande et en Suède. Oui, t'avais juste le froid polaire. Le froid polaire, mais que je vivais très bien, tu vois, que je vivais très bien. Et si tu veux, c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, c'est vrai qu'effectivement, le fait d'être revenue en France et là, à Toulouse, il y a des choses effectivement que je vais moins me permettre de mettre à certains moments de la journée ou selon où je vais, parce que je sais que ça risque d'apporter des problèmes et ça peut être potentiellement risqué pour ma vie. Et ça, c'est une charge mentale, franchement, ça m'avait pas manqué, hein, parce que ça, en Suède et en Irlande, il y a forcément des cas à part, mais globalement, c'est pas la vibe. C'est ça, parce que vraiment, même quand tu portes juste genre un haut, un short et tout, t'as forcément un commentaire, alors que toi t'es là en mode, j'étais juste en train d'acheter mes carottes, laissez-moi. C'est bien, je t'ai pas demandé ton avis sur ma personne. Laissez-moi. C'est ça. Voilà. Donc bon, voilà, on a conscience de ce que ça peut impliquer de s'habiller. Et que forcément la limite entre l'expression de soi et l'illusion sociale est difficile parfois à naviguer. En tout cas, je dirais que si vous vous sentez déjà confortable, c'est peut-être pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de changer des choses en fait, mais c'est sûr. Je trouve qu'il y a je trouve qu'on n'est pas c'est pas quelque chose forcément qu'on nous a appris à faire ou à penser par nous-mêmes. Et du coup, je pense que si peut-être pour les personnes qui se sentiraient un petit peu des fois découragées devant leur garde-robe, peut-être plutôt, ou de se dire je me sens pas forcément moi-même, ou alors justement qui pourraient se dire quand elles sortent quelque part qu'elles ont l'impression que toutes les personnes sont mieux habillées qu'elles, en fait, entre guillemets, elles se disent j'ai juste porté une petite robe bleu marine, là je vois toutes ces personnes avec des choses splendides, en fait, c'est comment dire, c'est pas forcément de prendre un full commitment en mode de tout plaquer pour faire un CAP couture, quoi, mais à 35-40 ans, mais voilà quoi, c'est peut-être de se dire, est-ce que j'ai envie que ça prenne une place dans ma vie, parce que j'ai l'impression que cette expérimentation personnelle, en fait, il y a cette injonction justement de soyez authentique, soyez vous-même, soyez toujours la personne la mieux fringuée de la pièce, et la plus ceci, et la plus on point, et la plus à la mode et tout. Et des fois, c'est de se dire, est-ce que c'est là où j'ai envie d'être aussi, ouais, c'est ça. et est-ce que ça exprime qui j'ai envie d'être, et peut-être juste de se renseigner, de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'inspire. En fait, je trouve que ça, un petit peu comme l'art, ça touche plein de choses de sa propre vie, et de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de porter sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de représenter, qu'est-ce que j'ai envie que les gens, qu'est-ce que j'ai volontairement envie que les gens sachent sur moi au premier abord quand ils me rencontrent, en fait, quel persona j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie d'afficher, qu'est-ce que j'ai envie de dire sans ouvrir la bouche et tout, et que ce soit juste posé dans la pièce comme ça, en fait, sans avoir besoin de l'affirmer. Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser
au lieu de partir en crise existentielle en se disant qu'on n'a rien compris à la vie et qu'il y a tout à refaire et tout, et en fait, non, quoi. Ouais, totalement. Bah, je propose de finir là-dessus, parce que je trouve que c'est un très bon mot de la fin. De toute façon, on va pouvoir se retrouver aussi sur une espèce d'un petit peu d'outro, c'est comment, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Bref, on va continuer d'aborder le sujet sur le podcast de Charlotte. Donc, on a encore plein de choses à vous transmettre là-dessus, mais ce sera abordé d'une façon un peu différente. Oui. Charlotte, donc toi, quelles sont tes actualités du moment, là? Mon podcast est un petit peu en pause pendant l'été, reprend tout doucement. Donc ce sera dans ma chaîne Dreamcore Station, avec plein de petites choses que j'ai prévues pour l'automne. Lien en description. Voilà. Et ça va être un petit peu ça. Je vais essayer de faire un Inktober. A priori, je vais essayer de faire avec lié à du textile. On va voir si ça marche. Mais voilà. Et mon expression quand même de la fin, c'est en mode ce qui est authentique aussi, c'est ce qui vous apporte de la joie. Donc si c'est juste pour suivre les gens, en fait, si ça vous procure de la joie, pourquoi pas, en fait, mais toujours aller vers soi. Et j'avais vu aussi une vidéo trop chouette où il y avait cette personne qui trouvait qu'en fait le style, la façon dont elle avait trouvé son style intérieur maintenant, c'est aussi de se dire qu'est-ce que la petite fille de 8 ans trouvait trop cool, en fait, et qu'est-ce qu'elle a envie de porter, et en fait elle s'habille comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est chouette aussi, parce qu'il y a cette place aussi de voilà, quoi, ça vient de la joie, un peu plus naturel aussi, même si bon, on est quand même influencé par la société, même à 8 ans, quoi. Oui, mais il y a un côté un peu plus organique, on va dire. Oui, c'est ça, quoi, et porter des choses qui nous font vibrer en étant confortable aussi, et voilà, quoi, même si j'ai pas non plus... Je pense que j'ai plus de vêtements que la moyenne, mais pas non plus énormément, donc, parce que j'ai fait des tris aussi, et ouais, je pense que ça me fait plaisir d'avoir tous ces vêtements que j'aime bien et tout, et je pense que je vais aussi faire plus de projets, justement, où j'ai envie de plus parler de ces vêtements, de leur place dans ma vie, de comment les utiliser, de comment les transformer aussi, et probablement comment me transformer moi-même, parce que j'ai envie de faire du drag cette année. Oui. Donc voilà. Voilà, on vous embarquera, je pense, au gré des podcasts. Et des ongles et plein de trucs, mais voilà, quoi. C'est clair. Non, ça va être... voilà. Je pense que ça va être une année colorée pour Charlotte. Ouais, encore plus que d'habitude. Voilà. On va dire, mais... Voilà. Moi, je suis contente aussi pour tes vêtements et tout, parce que je sens que ça t'a vraiment fait plaisir de recevoir ces nouveaux skins. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, j'ai unlock des skins là récemment. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu une esthétique qui m'était propre, enfin j'ai toujours été relativement ok avec mon esthétique, je l'ai trouvée très tôt. Pour le coup, moi je me suis très tôt habillée comme mon enfant de 8 ans voulait s'habiller, parce que mon modèle c'était Lara Croft. Donc je me suis longtemps habillée un petit peu dans cette lignée-là, voilà, alors que moi je n'allais pas piller des tombes, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah bon. Et puis après, petit à petit, voilà, il y avait toujours un petit peu de hippie ou de bohème, on va dire, dans le mix. Et c'est vrai que là, depuis mon retour depuis que j'ai quitté l'Irlande et que je suis revenue en France et un petit peu la Suède, je suis en train j'ai vraiment ce besoin, ce désir d'implémenter un petit peu plus de style un peu années 20. J'aime bien les côtés fleuris, les matières, les coupes aussi, avec un peu plus aussi de corset ou d'habits un peu plus médiéval, qui fait un peu plus médiéval, parce que c'est une esthétique qui me va très bien. Enfin, moi je trouve que c'est une époque. Oui. J'émane beaucoup cette époque, on me l'a souvent dit. C'est une époque dans laquelle j'y sens une espèce de familiarité de maison. Alors je dis pas que tout était blanc, je dis pas que je veux revenir au Moyen-Âge, hein, mais c'est juste que j'ai une affinité très intime avec cette période-là. Ouais. Et du coup, je voudrais insérer cette affinité-là dans ma garde-robe. Yes. Et aussi insérer un petit peu de côté, peut-être un peu plus de sorcière, on va dire, quelque part. Ou avoir un côté un peu plus prêtresse, déesse, ce genre de bail. Voilà. Et donc, effectivement, ça fait un moment que j'avais ces envies-là. Mais c'était un peu freiné par mon portefeuille, comme on l'a évoqué au début du podcast. Et récemment, j'ai trouvé un petit peu... j'ai sympathisé avec des léprochaunes et j'ai trouvé le gold pot of gold, et donc du coup je peux commencer cette aventure là d'implémenter ces esthétiques dans ma garde-robe. Yes. And it's exciting. Ça m'a fait un bien fou, et genre vraiment je crois que même si je me suis toujours habillée d'une façon qui me convenait, globalement j'ai toujours fait un peu ce que je voulais par rapport à mes vêtements. Heureusement, pour le coup j'ai eu du bol là-dessus.
je pense que j'avais jamais expérimenté ou très rarement, ce niveau d'alignement avec ma personne, en fait. De quand j'ai reçu ces vêtements, et de quand j'ai pris la décision d'intégrer ces esthétiques qui m'appellent depuis longtemps dans ma garde-robe actuelle, tout en gardant des pièces contemporaines, hein. Je veux dire, je continue de porter mes Buffalo bleus holographiques, hein, ça m'empêchera pas de le faire. Mais j'ai vraiment ces deux... en fait, c'est pouvoir alimenter, en fait, il y a certaines facettes de ma personnalité qui n'avaient pas pu être alimentées esthétiquement, on va dire. On va mettre ça comme ça. Et là, du coup, c'est un peu leur moment, quoi. It's their time to shine. Donc en voilà. tout cas, ça te donne plus d'options, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment cool parce que c'est vrai que... Oui, et même j'ai l'impression que t'avais aussi beaucoup de trucs que t'avais récupérés gratuitement chez des gens. Ou de friperie et tout, et il y a ce côté, enfin pas forcément de la friperie en mode waouh vintage, Dior trop bien, tu vois, mais plus le côté friperie en mode classique, seconde main, en fait, qui date d'il y a pas forcément très longtemps et qui est pas la meilleure qualité non plus. Et du coup, même si c'est pas forcément, comment dire, franchement à l'heure actuelle, comme on disait, il y a pas non plus de façon idéale de se procurer des vêtements, en fait, parce que leur prix, ça indique pas forcément l'éthique qu'il y a derrière de manufacture. Même si on fait des événements soi-même, comment a été produit le tissu, comment a été produit, les accessoires avec qui on fabrique, enfin voilà, il y a plein de choses qui s'en sort pas. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est impossible, je pense, à l'heure actuelle, de faire quelque chose de vraiment... éthique, même en cultivant tout soi-même, parce que du coup, enfin, il y a l'empreinte carbone partout, en fait. C'est ça. Et il y a forcément quelqu'un, entre guillemets, à qui on fait tort, même s'il y a des situations où on fait plus de tort, entre guillemets, que d'autres, mais voilà, c'est quand même très difficile de naviguer le paysage de la mode actuellement. Mais ouais, je suis contente que tu aies ça et que tu aies vraiment ce côté d'intentionnalité, de choix et de se dire, bah voilà, là, il n'y a pas forcément la même limite de budget que d'habitude et tout, et je peux y aller et vraiment choisir cette pièce, en fait. C'est ça. Totalement. Donc bon, tenez-vous alerte parce que je vais peut-être commencer à refaire des posts sur le mur community du coup de YouTube. Parce que je suis toujours pas prête. Je sais pas si je reviendrai un jour sur Instagram. Honnêtement, j'aime bien l'aspect photoshoot, s'habiller, slay et tout, mais je pense que je vais juste garder les posts sur l'onglet communauté parce que Instagram pour l'instant c'est pas une plateforme sur laquelle j'ai envie de revenir. Et je pense que si je crée une autre plateforme en plus de YouTube plus tard, ce sera sûrement soit Patreon, soit un Substack en fonction du peuple. Voilà, donc venez nombreux. Et c'est ça. Et surtout, si on vous dit que vous en faites trop, faites-en 2 fois plus. Voilà, et sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.